entendu de Driss Shraibi. À la narration, Fatiha Nakhli. Chapitre 6. J'avais la tête farcie de rimes, d'iambes et de rejets, de mots désuets que je débusquais dans le littré et surtout dans l'histoire de la langue française de Bruno. Il m'est arrivé quelquefois de rédiger mes dissertations en alexandrin, ce qui faisait rosir mes professeurs de fierté et d'honneur. En dépit de la servitude et de la ruine morale de leur pays, ils n'avaient de cesse d'aller à contre-courant de l'histoire et de nous enseigner avec de plus en plus de foi que la culture de la métropole prenait racine dans le terroir du temps et que son souffle ne s'éteindrait jamais. Et moi, sans en avoir conscience, je leur renvoyais l'ascenseur. Mon père prenait connaissance des notes et des appréciations dans mon carnet scolaire. Il hochait la tête, ne faisait pas de commentaires. J'écrivais des poèmes à tout va, surtout en cours de mathématiques, pendant que le prof couvrait le tableau noir de charabia à base de sinus et de cosinus. Et c'est au parc Murdor, juste en face du lycée, que j'en donnais la primeur à mes copains, après avoir offert à chacun d'eux une cigarette job. Baye, Regard, Lucien, Aversang, Chito, Coraz, Tojman, Friou, ils étaient presque tous des forts en thème et constituaient une sorte de cours. Ces sonnets et ces stances de mon adolescence, je ne les ai jamais relus par la suite. Aversang les recueillit au fur et à mesure et j'ai perdu Lucien de vue dans les années 40. Je ne sais pas si lui-même les a relus, devenu plus tard magistrat à la Cour de cassation. Ah là là, ce que j'ai romantisé. Pourrais-tu m'expliquer ce problème minime, me demandait mon père. Comment se fait-il qu'il n'apparaît aucune note dans ton bulletin à propos des mathématiques? C'est oral. Quoi? On nous les enseigne oralement. Ah. Je lisais aussi à tout va, jusqu'au catalogue de l'ANOMA et des manufactures de France, l'éphéméride, dont je détachais quotidiennement un feuillet qui contenait un dessin humoristique. Le professeur Nambu et une notice nécrologique, le saint ou la sainte du jour. Chicho était un catholique fervent et, au-delà de toute littérature, j'essayais d'appréhender l'âme des Français. Dis-moi, Chicho, voici ce que j'ai lu ce matin. Sainte Eugénie Smet, née à Lille en 1825, morte à Paris le 7 février 1871, fonde la congrégation des auxiliatrices des âmes du purgatoire. Je n'y comprends rien. Peux-tu m'expliquer? Il levait les yeux au ciel, laissait tomber. C'est un mystère. La Trinité aussi est un mystère, et le Saint-Esprit, l'Assomption, la multiplication des pains, l'Immaculée Conception. Cela ne m'avançait guère dans mon désir sincère de compréhension. Et pourquoi donc s'obstinait-on à nous enseigner des sciences exactes au lycée, dans la langue de Voltaire? N'étaient-elles que des teintures propres à masquer la connaissance et à maintenir les jeunes indigènes comme moi à l'écart de tout débat de fond? Avec ce corollaire pris, à titre d'exemple, ce christianisme nourri de l'amour du prochain, sous-entendait-il le colonialisme? J'aimais beaucoup Chicho. À chaque fois, il ajoutait « Il n'y a donc pas de mystère en islam ?» « Non, répondais-je. Juvénilement, nous nous lancions dans des discussions à l'emporte-pièce avec l'aide de nos philosophes respectifs qui, avec un bel exemple, tendaient à l'universalité de l'homme, tout en levant le lièvre qui se terrait sous les boisseaux de la foi. C'est à cette époque que j'ai commencé à pressentir, très confusément, l'existence du double langage, aussi bien dans le monde des Européens que dans le mien. Je rêvais d'écrire un roman policier avec un détective sans foi ni loi. Ma mère ferma le poing à moitié, porta à son œil cette espèce de lorgnette improvisée, me jaugea. Elle dit « L'un de tes bras ne cesse de s'allonger par rapport à l'autre. Le gauche, je crois bien, puisque tu es gaucher, forcément. Depuis tant de 3 ans, tu portes ton cartable à l'école, aller-retour qui est plus est. Et il s'alourdit au fil des semaines et des mois. Tu as vraiment besoin de tous ces livres? Tu ne retiens rien dans ta tête? Elle est criblée comme un tamis ou quoi? J'eus droit à une bicyclette. On ne disait pas vélo, pas plus que l'on ne disait voiture pour automobile. C'était inconvenant. On qualifiait de nationaliste un patriote marocain. Le mot résistant n'avait de signification que de l'autre côté de la Méditerranée.
Ma bicyclette était un engin pesant, haut sur roue, pneus pleins, avec un porte-bagages, une plaque d'immatriculation, un petit miroir fixé sur le guidon, une trempe en guise de sonnette et des patins de frein en bois. Le problème était de m'y jucher, de le mettre en mouvement, puis de m'y maintenir en équilibre. Un ânier m'a aidé dans mes débuts. Mes jambes pendaient de tout leur long et faisaient office de balancier. De Derbe espagnol à la ville européenne, le champ d'observation croissait et multipliait à vue d'œil, au rythme des événements. Des réfugiés, frais émoulus de France, prenaient le frais à la terrasse des cafés, commandaient des consommations, ambassadeurs, Dubonnet, Noailly-Prat, Bitter, Campari, qui avaient le don de laisser pantois les serveurs, regards vagues et bouche ouverte. Tout de suite, monsieur, disait-il, et il leur apportait une pleine chopine de bière, la cigogne, avec une soucoupe de sprat. Les petits cireurs ne comprenaient pas que des godasses qui avaient tant voyagé depuis l'autre continent n'aient pas besoin d'un petit coup de brosse. Ce sera vite fait, monsieur, elles vont briller comme la joie et ton visage du même coup. Ils essayaient d'engager la conversation afin de les mettre à l'aise et surtout pour obtenir les dernières nouvelles de première main sur l'état de la guerre. « Dis, monsieur, Moscou, c'est loin de Paris? Ils galopent vite, ces Allemands. » Je garai ma bicyclette le long du trottoir, posai des questions polies. Le visage de ces nouveaux venus restait fermé, en dépit de ma bonne mine et de mon emploi de l'imparfait du subjonctif. Les réfugiés étaient repérables de très loin, sans commune mesure avec les Français installés ou nés dans notre pays. Elle portait un petit chapeau à voilette, un renard autour du cou, des bottines à boutons, un manteau de fourrure. Le ciel était limpide, le soleil éclatant. Peut-être transportait-elle sur elle toute leur garde-robe. Miloud, le boucher du quartier Maarif, avait une autre version qu'il tenait de son cousin établi dans une ville appelée comme ça Düsseldorf. Il expliquait à qui voulait l'entendre que les Allemands avaient fait main basse sur les bonnes choses de la vie. Forcément, ils étaient vainqueurs, et qu'ils n'avaient laissé aux Français que les bas morceaux pour se nourrir, les rats musqués, les loups, les renards et autres bêtes féroces des bois. La preuve, c'est que les femmes affichaient leurs dépouilles sur le dos. Se proposent-elles de les vendre au souk? Je vous le demande, nous avons des tapis et des peaux de mouton. Vint le printemps des rumeurs, corroboré par des témoignages du nord au sud du royaume. Fès était en émeute. El-Fassi et les grands bourgeois voulaient secouer le cocotier du protectorat. La répression était sanglante. Sous les ordres d'officiers de la coloniale, les tirailleurs algériens nettoyaient la vieille Médina à la baïonnette. Musulmans, ils pouvaient se permettre d'entrer dans les sanctuaires. Ils se considéraient comme des Français de par la législation, un grade supérieur en regard des Arabes de chez nous. Leurs maîtres les surnommaient les dogues de l'Empire. Nous, on les appelait les Wuhush, les sauvages. Les ruelles de la cité millénaire étaient très étroites, un véritable labyrinthe. De quartier en quartier, de lourdes portes s'étaient fermées l'une après l'autre sur eux. Et des terrasses ont lancé droit sur leurs têtes des braseros garnis de charbon incandescent. Le quartier des Ratarines, les parfumeurs, flambait. Des volutes d'encens, d'aloès et de benjoin couraient jusqu'au Rif. Des émeutiers étaient acheminés vers le camp de concentration de Boudnib, celui-là même qui avait accueilli les ressortissants italiens avant l'armistice. Mes camarades de lycée n'étaient pas au courant de ces bavures. Les journaux n'en faisaient pas mention. Ce n'étaient donc que des bobards. J'étais très perplexe. Que devais-je croire, l'oral ou l'écrit? Des collaborateurs, autant dire des délateurs, il n'y en eut pas beaucoup au Maroc à cette époque-là, mais il y en eut. Le nom d'un certain Boniface, le nouveau contrôleur civil, était sur toutes les lèvres. Il avait un réseau d'agents, la haute main sur la police. La suprême insulte qu'on pouvait faire à quelqu'un était de lui jeter à la face « Revêt une djellaba blanche et monte voir Boniface pour vendre tes frères ». Mais le téléphone arabe fonctionnait à plein rendement. Les patriotes étaient souvent renseignés, bien avant ceux qui se proposaient de les dénoncer. Considéré jusqu'alors comme un jurisconsulte versé dans les sciences religieuses, un imam eut la tête tranchée d'un coup de cimetière en pleine mosquée.
On récita à l'unisson la prière de l'absent. Dans sa miséricorde infinie, Allah pardonnerait peut-être à ce traître, né au sein de l'islam et professant l'islam. La vigie et le petit Marocain ne soufflèrent mot de cette mort d'homme, tout occupés qu'ils étaient à détailler la nomenclature des professions interdites désormais aux Juifs dans notre pays. Et la Lège occupait la maison voisine de la nôtre. J'allais de temps en temps chez lui, fasciné par ses tours de prestidigitation. C'était un quadragénaire très serviable, au-dessus de tout soupçon. Jusqu'à l'indépendance, il glissa entre les filets de l'organisation, la main noire, bras armés de la résistance. 1957. Je faisais mes débuts de producteur à l'ORTF. À la recherche d'un disque, j'ai pris un jour l'ascenseur et je me suis arrêté au 10e étage de la tour centrale. Le directeur de la discothèque arabe m'a accueilli dans un bureau avec un grand sourire. L'Elge. Réfugiées de France, une jeune femme et une adolescente firent leur apparition au lycée à quelques jours d'intervalle. La première était notre nouvelle prof de physique. Rouge pivoine, au bout de 5 minutes de cours, elle m'envoya avec un mot chez le censeur, en me traitant de malotru. Je n'y comprenais rien. Qu'avais-je donc fait, sinon d'attacher mon regard à son aisselle dès qu'elle avait levé le bras pour écrire au tableau? J'étais éberluée, pontois devant cet attribut féminin que je découvrais pour la première fois. Une petite fourrure. Dès le lendemain et jusqu'à la fin de l'année scolaire, elle s'arrangea pour porter une robe ou un chemisier à manches longues, malgré la température ambiante. Ses yeux n'ont plus jamais rencontré les miens. La gamine était de mon âge, très blonde, avec une natte dans le dos, le teint pâle, les yeux cernés. Elle portait un corsage à pois, une jupe plissée bleu marine et des chaussettes tirées jusqu'aux genoux. Il ne me fit ni chaud ni froid. Les filles ne m'intéressaient pas. Je n'en connaissais aucune. Elle s'assit à côté de moi et ce fut bien autre chose. Une onde courut soudain le long de mon dos, une sorte de picotement glacé et brûlant à la fois. Mon cerveau se vidait tandis que gonflaient mes lombes. Ce fut juste à cet instant-là que le professeur de géographie m'appela au tableau. Je n'ai pas appris ma leçon, monsieur. La jeune fille n'était pas spécialement belle, ne me regardait pas. Rien en elle, absolument rien, ne suscitait l'excitation. Mais elle se trouvait à quelques centimètres de mon corps, et mon corps répondait au-delà de l'expression. « Schreibi, je vous ai dit de venir au tableau. Levez-vous. » J'en étais bien incapable. Mentalement, je récitais à la volée le chapitre coranique du trône. Je priais Allah de me refroidir. « Je n'ai pas appris ma leçon, répétai-je. Mettez-moi 0. Je vous ai dit de vous lever. Comment aurais-je pu le faire? En désespoir de cause, je m'adressais au responsable de mon désarroi, en marocain à haute voix, quelque chose comme « Couchez, fils de Borico, plie-toi, voyou, rentre dans ta coquille, fis ça !» « Plaît-il » demanda le prof. « Une bouffée de chaleur, monsieur, je faisais ma prière pour l'apaiser. »« Je vais vous conduire à l'infirmerie, » proposa-t-il inquiet. « Ce n'est pas la peine, monsieur, ça va passer. » Et cela passa, un petit quart d'heure de marchandage entre Allah et la nature durant lequel je respirais calmement, lentement, tout en énumérant à haute voix les départements français. À partir de ce jour-là, je pris l'habitude d'arriver le dernier, je repérais la petite blonde et je m'installais loin d'elle, le plus loin possible. Longtemps, je me suis demandé si elle aussi avait le dessous des bras garnis. Mes poèmes de cette époque célébraient la chevelure, l'une des splendeurs de la femme. Le regretté François-Régis Bastide, écrivain ambassadeur de France, avait un jour fait allusion avec, comme des pincettes dans la voix, à cet ornement dont elle était menue l'aisselle de la violoniste Ginette Neveu. Il avait assisté à l'un de ses concerts et elle était vêtue d'une robe du soir à manches courtes. J'ai connu Ginette Neveu quelques semaines avant sa mort dans un accident d'avion. Si son violon était magique, tout en elle était musique. Une jeune fille de France souhaitait avoir un correspondant marocain de son âge. Le rôle m'échut. J'étais le seul marocain de la classe. Elle habitait en Haute-Savoie. Elle avait 16 ans. Moi aussi. Son père était mort au début de la guerre. Elle était l'aînée d'une famille de 3 enfants.
3 filles. Elle aimait beaucoup sa grand-mère. Elle l'appelait Nounou. Elle ne parlait pas de sa mère. Sa lettre me parvint avec une enveloppe recollée avec une bande adhésive. Son prénom était Sabine. Je remplis d'encre verte le réservoir de mon stylo et j'écrivis des pages et des pages. Je lui décrivis la Médina de long en large par la vue et l'odorat, le blanc des façades, l'ocre des trottoirs en terre battue, le roux des pelages d'âne, les écheveaux de laine tendue dont les échoppes comme des tentures, l'or, le safran, le carmin, l'orange soutenu, les tons et les reflets des rayons de soleil dansant sur les épices en vrac dans les corbeilles, les senteurs de musc, de pétales de rose, de benjoin, le fumet si enivrant des brochettes en train de grésiller sur un feu de charbon de bois, sur des braseros, à l'air libre. Je gardai la description par lui pour une prochaine correspondance. De moi, personnellement, je ne dis rien, excepté mon nom et mon adresse. Sabine ne répondit pas à ma lettre, ni aux suivantes, 3 ou 4, je crois bien. Elle avait sans doute trouvé un autre correspondant. Ma mère se mit à me prêter de plus en plus d'attention, à m'entourer de soins comme si j'étais un petit gamin. Elle glissait un coussin brodé derrière mon dos, me coiffait à l'aide de son peigne en corne, me bordait au lit. Ce faisant, elle n'arrêtait pas de parler, de tout et de rien, simplement pour le plaisir des mots. Souvent, elle partait d'un grand éclat de rire, frais et cristallin, comme une source de montagne. Je m'associais à son rire, sans comprendre ce qui avait provoqué son hilarité subite, et la mienne par voie de conséquence. D'elle, je pouvais tout accepter, je ne demandais qu'à accepter. Elle était elle, sans fioriture, ni salam alek. Elle était persuadée que de tous les organes qu'Allah avait mis dans le corps de l'homme, c'était le foie qui était le plus essentiel, le siège de la bonne humeur et de l'équilibre physiologique. Psychologique? Elle ne connaissait pas ce terme, mais elle employait des périphrases qui le cernaient de près. Elle me gava du jour au lendemain de foie, de mouton, de coq, de lapin. Elle accommodait ce viscère de 36 manières, au jugé, au gré de son inspiration. Sa recette préférée nécessitait 3 ou 4 heures de temps, une marinade à base d'huile d'olive, de cumin, d'oignons rouges pillés au mortier, puis une cuisson à l'étuvée dans le haut du couscoussier, et, quand le foie était à point, elle le grillait sur le brasero. Mange, mon grand, ça développe l'intelligence et la quiétude, ça libère le cerveau des ombres des pensées inutiles. À ta santé, la vie est belle. Elle se levait à l'aube, réduisait en poudre une herbe connue des seules femmes de sa génération, la mélangeait à la farine, pétrissait longuement la pâte, et elle m'apportait des petits pains tout chauds au saut du lit. Mange, mon grand, et que la paix d'Allah descende en toi. Je dois reconnaître que c'était délicieux, quoiqu'un peu âcre. Disons amer. Je reconnais aussi intimement que durant le jour, je n'avais plus de bouffées de chaleur et que la nuit, des rêves de paradis remplaçaient de plus en plus souvent les rêves lubriques. Je ne posais aucune question à ma mère. Elle était sacrée, mais elle allait au-devant de mes questions informulées, y répondait sans répondre. Quelque chose comme « Tu as le temps, tu as tout le temps du temps ». Elle s'asseyait en face de moi dans mon bureau, joignait les mains sur ses genoux et me regardait faire mes devoirs, m'écoutait réviser mes leçons à mi-voix, et c'était cela le plus dur pour elle, contre sa nature, retenir sa langue tant que je n'avais pas terminé. Parfois, elle levait le doigt, laissait échapper un dubitatif, prenait son courage à deux mains pour dire « Ça va prendre encore longtemps ?» Elle ajoutait aussitôt « Oh, excuse-moi ». Je refermais enfin mes livres et mes cahiers et elle battait des mains. « Je suis bien contente pour toi ». Et sans transition aucune, elle reprenait la parole, là où elle l'avait interrompue 1 ou 2 heures auparavant, telle une voiture en stationnement, moteur tournant au ralenti. Que me racontait-elle donc au fil des jours, chaque fois que je revenais du lycée ? Rien et tout à la fois, des bribes de phrases apparemment sans importance enchaînées les unes aux autres dans le temps et dans l'espace, une sorte d'écheveau de laine diverses et de différentes couleurs, très compliquées, très emmêlées,
mais dont elle connaissait de science certaine le fil conducteur. À ces sautes intempestives du coq à l'âne et d'un sujet à l'autre, d'une énumération, d'une infinitude de détails à l'absence totale de toute conclusion, j'avoue que je ne comprenais pas grand-chose, ni par mes oreilles, ni par la pensée. Où voulait-elle en venir? Et d'où était-elle donc partie? D'où? Et comment faisait-elle pour retomber à chaque fois sur ses pattes avec le sourire et cet éclat espiègle dans les yeux? Connaissait-elle le lien mystérieux qui pouvait exister entre l'une et l'autre de ses paroles? Par exemple, que venait faire ma moustache naissante dans l'épisode, en plein milieu, de son voyage de noces à dos de jument? Exactement, dit-elle. Nous changions de monture à chaque étape, mais c'étaient des bêtes de celles de chez nous. Aucune commune mesure avec une jument de France, qui ne sait hennir qu'en français. Quoi? Demandai-je les yeux ronds. Évidemment, répondit-elle. Cela tombe sous le sens, tu ne vois pas. Je ne voyais pas, rien de rien. Un après-midi de juillet, elle me demanda de l'aider à étendre le linge. Je montai la rejoindre sur la terrasse. Il n'y avait que 3 serviettes et 2 thés d'oreiller dans le baquet en bois, si je me souviens bien. Ce n'était pas le jour de la lessive. Nous saisissions à chaque main la pièce essorée et nous tirions de toutes nos forces afin de faire disparaître les plis. Elle se hissait sur la pointe des pieds pour essayer de se mettre à ma hauteur, et je me baissai quelque peu en voûtant le dos. Je la dépassai d'une 20aine de centimètres. Puis, d'un commun accord, nous suspendions la serviette ou la thé sur la corde. Le soleil était blanc, le linge se mettait presque aussitôt à fumer. Quand il n'y eut plus rien à suspendre, ma mère regarda de tous ses yeux ce qui se passait sur la terrasse de la maison voisine, de l'autre côté de la rue. Elle dit: « Elles répartissent le blé dur sur un drap pour l'ensoleiller avant de l'envoyer au moulin. Ce n'est pas une mauvaise idée. Je devrais en faire autant. C'est la mère et la fille, elles s'entendent à merveille. Les Saadani, une bonne famille de Tétouans. Je suis sûre que Touria ne se teint pas les cheveux au henné. Elle n'en a pas besoin. Je l'ai toujours connue ainsi, avec sa chevelure flamboyante. Bien sûr, elle a des taches de sang sur le visage, mais cela fait joli. Tu ne trouves pas? Surtout avec ses yeux couleur écureuil. À moins qu'il ne soit brun tout bonnement. Ma vue décline. Elle baissait constamment les yeux quand je suis allée prendre le thé chez sa mère. Prendre le thé et parler de choses et d'autres. Qu'est-ce que je te disais? Ah oui, elle s'appelle Touria, elle va avoir 13 ans, une perle de beauté et de douceur. Mon foie s'est gorgé d'émotion rien qu'en la regardant. Je n'ai pas hésité une seconde, je la considère désormais comme ma fille. J'en ai touché un mot à ton père, mais tu connais ton père. Il a simplement dit « Ah ah !» Ce qui signifie qu'il serait tout à fait d'accord, à condition que tu termines avec honneur ces satanées études que tu suis chez les Français depuis le temps des temps. Dépêche-toi, mon grand, il t'attend.